Rui s'est présenté. Donc Rui gère une équipe d'ingénieurs chez nous. Donc nous avons Philippe Marguier qui s'occupe de la mise en place. Donc les ingénieurs participent au rendez-vous d'avant vente, on va dire, donc pour préparer un petit peu le travail, expliquer et mieux comprendre les besoins des clients, savoir ce qu'ils veulent techniquement. Lisa a parlé de leur mise en place dans son établissement. On va dire que chaque mise en place est pas complètement différente. Il y a forcément des besoins très particuliers. J'ai des collections d'e-books qui sont dans mon catalogue, d'autres qui ne sont pas dans mon catalogue. J'ai Science Direct, mais je n'ai pas tout Emerald. Donc, il y a à chaque fois des cas très particuliers. Le rôle des ingénieurs chez nous, c'est de trouver une solution pour chaque cas. Donc, Rui a participé à la mise en place de Koa. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité à ce qu'il soit présent ici. Donc, Rui va parler de la partie technique, puisque ce sont les meilleures personnes chez nous pour parler de cette partie-là. Mais avant ça, en fait, avant de laisser la parole à Rui, on va effectivement peut-être revenir sur, et pardon, je vais me présenter, Mathieu Pontenier. Donc, moi, je suis directeur pour la partie des produits d'EBSCO. Donc, je n'interviens que sur la brique de découverte, les bases de données, les outils. Mais on va rester sur le sujet du jour, c'est-à-dire les outils découverts. Donc, avant de parler des points techniques, on va reprendre effectivement quelques minutes et une discussion assez ouverte, un tabou par rapport à ça. Parce que je pense qu'en France, c'est un positionnement un petit peu nouveau, alors qu'il ne l'est pas du tout aux États-Unis. On va reprendre un petit peu sur le EBSCO et le libre. On va parler un petit peu après des métadonnées. Ça l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un entrepôt énorme de métadonnées dans une série de découvertes. Ça peut créer de la frustration auprès des clients d'avoir 3 ouvrages d'un côté et de se retrouver avec 1 million de résultats. Lequel est le mieux? Je crois que le mieux, c'est le bon compromis entre tout ça. Donc, on va parler de cette partie des métadonnées et de la pertinence. Et je laisserai la parole à Rui pour la partie. Et peut-être que Rui peut-être sur des petits points techniques qu'elle a évoqués. Rui pourra apporter quelques réponses. Alors, EBSCO et le libre, donc ça c'est important, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je veux parler tout à l'heure de quelle façon on va sur le libre depuis à peu près 2 ans. Au-delà de ça, en fait, que nos clients décident d'utiliser l'API, donc le plugin, ce qu'on appelle le plugin d'EDS, ou décident d'utiliser EBSCO comme interface, nous on s'en moque. Quand on visite nos clients, on ne dit pas « Ah, on préférerait que vous utilisiez EBSCO ». Effectivement, c'est une interface qu'on développe, qu'on améliore régulièrement. À la fin, c'est les clients qui décident du meilleur environnement pour eux. Et ça, c'est une démarche assez spécifique dans le monde des découvertes, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de déjà de découvertes sur le marché, et qu'en général, ils ont tendance à vouloir imposer un seul et unique chemin d'accès qui est leur interface. Nous ne sommes pas fournisseurs des CGB, et effectivement, on n'est pas fournisseur d'un catalogue. On a pris cette décision il y a quelques années maintenant de laisser en fait les clients choisir du catalogue et le catalogue qu'ils préféraient, en sachant derrière que le libre se développait fortement aux États-Unis quelques années déjà et qu'il se développe également depuis quelques années en Europe. Donc on s'est dit on n'a pas imposé nous créer un nouvel outil dans un marché que nous ne connaissons pas et créer un outil qui allait forcer un petit peu la main auprès des clients pour dire comme Lisa l'a dit, là en fait si vous voulez EDS, il faut passer à Koa. Nous, c'est ce qu'on voulait absolument éviter. Si vous voulez EDS, il faut utiliser l'outil d'EBSCO et le catalogue d'EBSCO, etc. C'est une vision des choses que nous n'avons pas. Je vais revenir un peu sur EBSCO quand même. EBSCO, c'est les initiales. Certains clients ne savent pas. C'est pas très important, mais c'est bon de savoir pourquoi EBSCO ou EBSCO. EBSCO, ce sont les initiales du créateur de la société, donc Elton Bryson Stevens Corporate. Donc, on est une société familiale. Une société familiale américaine. Donc, ça, c'est vrai que c'est toujours des... Il y a du bon, il y a du moins bon, société américaine. Le côté avantageux sur le libre et sur la reconnaissance d'où vient la famille et comment elle s'est créée, c'est qu'on fonctionne beaucoup sur des donations aux États-Unis. C'est très américain, ça, de remercier un petit peu les étudiants américains font souvent ça lorsqu'ils font fortune, c'est qu'ils vont donner $1 million à la bibliothèque parce que grâce à la bibliothèque, ils ont pu étudier et puis ils ont pu apprendre des choses. On aimerait en France qu'il en soit ainsi, mais c'est pas le cas. Et c'est quelque chose de très courant aux États-Unis. Donc la famille, en fait, a décidé effectivement de rester sur ce modèle-là, de ne pas imposer sa loi sur les différents services que vous utilisez et de travailler sur des partenariats avec différents fournisseurs du marché pour que vous ayez les choix. Donc c'est toujours le cas, on a 60 partenariats différents et chaque fournisseur des CGB, s'il souhaite intégrer notre brique de découverte, ils peuvent le faire. Et à l'inverse, dans EDS, on peut intégrer n'importe quel catalogue. Si vous choisissez le catalogue de votre choix, en l'occurrence Koa, tant mieux, on est content pour vous, on va vous aider à le développer. Donc on a Koa et Olé, la communauté Quali-Olé, je ne sais pas si vous connaissez au moins de nom pour certains. Donc ce sont vraiment les deux communautés dans lesquelles nous sommes plus impliqués, que ce soit techniquement, et je vais en parler tout à l'heure, et également financièrement. Notre aide ne se limite pas au rôle des ingénieurs
dans le développement du plugin, dans le développement des solutions, mais il va jusque dans un financement et dans un cofinancement. On va en parler tout à l'heure. Donc je l'ai évoqué, ce sont des donations. Ça, c'est important. C'est vrai que ça fait toujours un petit peu rire en France parce qu'on se dit, oui, société commerciale qui fait des donations, on a toujours peur que derrière, il y a un vice caché. Et c'est vraiment l'objectif une de mes missions du jour et un de mes objectifs, c'est vraiment vous faire l'idée que c'est vraiment de donation. Et en fait, il y a des gens ici qui pourraient témoigner puisqu'ils participent en fait au travail qui est fait avec EBSCO par rapport à ces donations. Donc, c'est une société familiale, comme je l'ai dit. Donc, ils font des donations. Par contre, ils sont vigilants sur l'utilisation de leurs donations, ce qui paraît légitime. Donc, on participe à des réunions de travail avec le groupe italien de Coa, par exemple, qui est basé à Rome. Certaines personnes ici participent également. Donc, c'est juste pour savoir en fait quels sont les développements demandés par le groupe. Et on va dire, OK, on est d'accord sur le principe, on est d'accord avec l'idée, même si et surtout si ce n'est pas dans notre intérêt. Ça, c'est important également. Certains clients pensaient, oui, vous faites des donations, mais ce sont pour des développements qui vont valoriser au mieux vos découvertes. Ce n'est surtout pas le cas. C'est juste une liste de demandes que le groupe ou que les communautés Coa nous font sur des développements de marketing. Et nous, on valide l'intégralité ou la quasi-intégralité des choses lorsque ça rentre dans l'enveloppe qui est consacrée à cette solution-là. Donc c'est bien important, ce n'est pas juste une donation comme ça ponctuelle. Ça fait 2 ans que nous participons au développement de Coa, de façon technique ou financière. Et je vais vous présenter effectivement des exemples de développement. Et Rui va parler des développements un peu plus récents ou ceux qui sont en cours. Mais ce qui a été fait, le travail qu'on a réalisé avec l'aide des communautés et des personnes qui travaillent sur Coa. Donc en 2015, on a commencé à travailler sur la research et le développement de l'usage de cette interface, le développement de différentes facettes également pour améliorer l'expérience utilisateur. On parlait effectivement, Elisa l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué de répondre à l'intégralité des besoins des utilisateurs parce qu'au sein d'une bibliothèque, ils sont tous différents. On peut mettre différentes communautés, des gens qui sont très papier, des gens qui sont très électroniques, et des gens qui sont très Google et qui n'iront jamais sur les solutions que nous allons leur proposer. Le point commun de tous ces gens-là, il faut que ça soit simple. Donc le fait d'avoir une brique de découverte d'un côté et le catalogue de l'autre, comme l'a dit Lisa tout à l'heure, on faisait un rebond, dans leur cas, on faisait un rebond depuis EDS, et pour leur dire, si vous faites une réservation, cliquez ici. Et on envoyait l'utilisateur dans un autre environnement différent pour lui, une autre interface. Il commençait d'EBSCO, qui est l'interface d'EBSCO. Et on leur envoyait sur Coa. Donc par rapport à ça, en fait, on a travaillé sur les API pour faire en sorte que l'interface Coa devienne l'interface prioritaire avec le maximum d'options. Donc c'est là où le plugin d'EDS rentre en compte. Donc par rapport à cette intégration-là, il a donc fallu travailler sur des options supplémentaires, donc l'intégration du compte utilisateur. Je suis dans l'environnement de Coa EDS, j'ai des listes de résultats et je peux directement faire une demande de prêt, une demande de réservation, sans devoir passer par un compte intermédiaire, une interface tierce ou une interface encore que l'utilisateur devra apprendre. Donc ça, on va pouvoir présenter tout à l'heure avec le compte d'une institution néo-zélandaise. Donc plus récemment, des modules d'acquisition pour faciliter les acquisitions entre Coral. Alors je ne sais pas si parler de Coral, parler de Coral aujourd'hui, mais l'ERM en fait qui est développé également. Donc ça, c'est souvent une catégorie de produits que les clients demandent aussi. Il y a la partie catalogage, mais il y a la partie en fait back office, qui est la gestion des licences, l'intégration de différentes informations. Donc là, ils sont qu'on appelle ERM. Donc on a travaillé en 2016 sur vraiment la mise en place d'un outil d'ERM ou le développement d'un outil d'ERM assez conséquent pour qu'il puisse convenir à n'importe quel type de bibliothèque, petite, bibliothèque de taille moyenne et les plus grandes bibliothèques. Donc ce sont les deux grosses actions depuis 2015. Notre participation, elle n'est pas de 10 ans, c'est récente. Mais ce qui est sûr, et je vais en parler tout à l'heure si on a un petit peu le temps, c'est que le début d'une vraie implication encore plus forte, puisqu'on va vous parler de donation tout à l'heure et d'un nouveau projet, va vraiment va vraiment aider la communauté Coa également dans les développements, puisque là, on va vraiment mettre une dynamique assez importante sur le libre et en donnant beaucoup plus de moyens. Ce qui manque beaucoup au libre de façon générale, ce sont les moyens. Bon, le problème général, tout ça, ce sont les moyens. Donc la société en fait a décidé de faire une donation beaucoup plus conséquente qu'elle faisait actuellement en lançant un nouveau projet, donc en lançant de façon minimaliste, je vais en parler tout à l'heure, mais qui forcément va impacter et va profiter à la communauté Coa et à d'autres fournisseurs qui le souhaitent. L'objectif n'est pas, pour nous en tout cas, de choisir un catalogue plutôt qu'un. Alors l'index de métadonnées, assez rapidement,
effectivement, il y a un entrepôt de métadonnées qui est énorme. Rien ne vous empêche, et Rui va le montrer tout à l'heure, rien ne vous empêche de le filtrer, cet entrepôt. On va négocier avec des éditeurs américains, anglais, français, chinois, coréens, africains, dans différentes thématiques. Et forcément, vous avez la possibilité de limiter ce noyau dur qui est là, quoi qu'il arrive. Dès qu'on nous mettons en place un outil de découverte, que ce soit avec le plugin de DS ou directement, vous avez un accès énorme à des milliards de références. Donc vous avez cette option déjà en amont de limiter l'entrepôt à des ressources qui parlent, qui sont dans votre thématique. Et après, quoi qu'il arrive, c'est votre résolveur de liens qui va faire justement que le filtre pour l'utilisateur, lorsqu'il va dire voilà, moi je veux limiter à ce qu'il y a disponible dans ma collection, il aura juste une petite option qui lui permettra de limiter de cet entrepôt que vous aurez déjà filtré en tant qu'administrateur, de le limiter vraiment à ce qui est disponible au sein de vos publications. Pourquoi on propose ça? Parce que c'est souvent une des critiques que nous entendons nous sur le terrain en faisant des formations et vous également quotidiennement, c'est que les utilisateurs ont l'impression qu'à la bibliothèque, on leur donne un accès vraiment très limité à la publication, à l'information assez internationale ou académique qui existe, et que du coup, excuse ou pas, on ne sait pas vraiment, mais ils disent oui, mais je préfère aller sur Google parce que j'ai plus de résultats. À la bibliothèque, je suis toujours limité, j'ai l'impression que je ne trouve pas grand-chose parce que vous n'avez pas grand-chose à la bibliothèque. Je sais, c'est pas de votre tour, vous n'avez pas de moyens, mais sur Google, je trouve plus de choses. Donc c'est un peu l'esprit de découverte, de partir au plus large, de vous donner la main en tant qu'administrateur de limiter vraiment l'entrepôt pour qu'il parle des collections thématiques de votre institution et de permettre juste à l'utilisateur, par un petit clic, de limiter à ce qu'il a de disponible à la bibliothèque. À titre d'exemple, si vous n'avez pas une collection comme Kern au sein de votre institution, elle est importante, bah nous, Kern, il est dans l'entrepôt de métadonnées. Donc ça veut dire que l'utilisateur pourra rebondir sur des références de Kern, même si vous n'êtes pas abonné, mais ça lui évitera d'aller sur Google pour faire une recherche en partant du catalogue et aller après. Si on peut donner accès aux métadonnées de Kern, vous n'êtes pas abonné, dans un outil qui est proposé par la bibliothèque, c'est autant de personnes qu'on essaye de garder dans l'environnement de la bibliothèque. Ça, on pense que c'est important. C'est pour ça que l'entrepôt est très large et que vous pouvez le limiter. Je vais laisser la parole à Rui. J'ai juste avant ça, si le temps nous le permet, on verra en fonction. Et Sonia, pardon. On verra si on peut, on a un petit peu de temps pour vous évoquer et parler un petit peu de le nouveau projet qui est vraiment dédié au libre et qui aura un impact, on pense, très important. Et on aura besoin de vos lumières et de vos actions par rapport à ça également. Et je pense qu'on nous sera amené à être ensemble encore plus fréquemment, justement pour mieux répondre aux besoins de clients en France. Donc c'est un appel également. On l'a dit tout à l'heure, on participe beaucoup et on est très présent avec le groupe italien. On souhaiterait du coup être beaucoup plus présent avec vous pour que l'outil ne corresponde pas uniquement aux besoins italiens ou de développement de demande italienne, ce qui est uniquement, mais qu'on puisse développer des choses. Il y a des donations de la famille par rapport à ça. Donc autant que ça profite à tout le monde et on aimerait bien, nous, les clients francophones, en profiter. Et donc ça, n'hésitez pas et on en reparlera dans quelques heures pour vraiment pouvoir développer l'outil en fonction de vos besoins et pas forcément des besoins internationaux. Et bonjour. Et maintenant, on parle de la partie technique. On parle, par exemple, qu'est-ce qu'on doit accéder pour avoir l'intégration de module AI, de module Coin. Qu'est-ce qu'il représente dans l'interface Go. Qu'est-ce qu'on peut faire pour configurer ce profil, ce module, et après la nouvelle fonctionnalité qui sont déjà disponibles dans le module AI, dans le module. Alors, ici, on a deux modules Coin. Si vous pouvez regarder, il dit qu'il est disponible dans GitHub. GitHub, c'est une plateforme de développement ouverte. Toutes les personnes peuvent faire le développement, ajouter informations, ajouter fonctionnalités. Et le code est disponible seulement pour utiliser. On a besoin de payer quelque chose pour utiliser les modules de Koa. Qu'est-ce que ça représente, par exemple, en configuration? De la même façon que dans le profil EDS normal, on peut choisir les contenus qui sont recherchés, les liens, comment accéder au texte intégral.
On peut aussi avoir dans le profil API pour l'intégration avec les modules Koa. De la même façon, on peut définir pour profil comment on peut accéder dans cette on peut voir les bases de données. On peut choisir quels sont les contenus qu'on va chercher. Après, on peut aussi dire comment on va présenter les résultats. Quelle est l'information qu'on peut envoyer à Koa pour avoir les résultats. Un résultat par page. Si on envoyait aussi les images qui sont disponibles dans l'interpro des métadonnées. Comment après on peut accéder au texte intégral, si on peut utiliser un proxy pour l'accès distant, si on peut par exemple, comment on va authentifier l'utilisateur, comment c'est la priorité d'accès au texte intégral. Et par exemple, on configure, on déclare les abonnements dans l'interface, dans le réservoir de liens. On peut aussi garder à la droite ici, un lien qui s'appelle View Changes on AppScoreHost. Et ces liens, le seul objectif de ces liens, c'est par exemple de vérifier le change qu'on a fait pour renvoyer à le module Koa ou pour vérifier dans l'interface. Okay? Et ça, dans le cas d'un profil d'API, d'EBSCO, on a accès à la console. Cette console permet, par exemple, de vérifier comment les résultats seront présentés à l'utilisateur, par exemple. On peut faire une simple recherche pour le développeur, pour le développement de nouvelles fonctionnalités. On peut vérifier comment on peut envoyer les requêtes à l'API et quels sont les résultats présentés pour l'API. Il y a des fois, par exemple, qu'on a besoin d'accéder à un contenu spécifique. On fait l'activation de contenu pour la recherche. On déclare dans le réservoir de liens que l'information est disponible en abonnement, par exemple, dans l'année 2015 à 2016. Et après, on peut vérifier comment elle va s'afficher dans l'interface. Quelles sont les données qui sont envoyées à cette API, à les modules Koa. Le problème du coup, c'est que comme on est filmé, si on éteint, on vous voit pas. Okay. Alors, ça, c'est le console API. C'est ici qu'on peut, par exemple, envoyer les requêtes, tous les paramètres qui sont disponibles. Après, on peut regarder, par exemple, comment envoyer les requêtes à l'API si on a besoin de faire de nouveaux développements. Et les résultats qui sont envoyés par l'API. Les résultats envoyés par l'API et en XML. Alors, pour chaque profil EDS, n'importe pas s'il est un
profil EDS normal ou un profil API, c'est possible de faire la configuration pour avoir quels contenus sont recherchés, quels sont les fournisseurs ou les bases de données en accès ouvert. On peut configurer, on peut dire, je veux avoir Open Edition activé pour la recherche. Je veux avoir, par exemple, Scopus, qui est une base de référence. Non, c'est le plugin Koa. Comment on le configure? Est-ce que c'est via l'interface admin d'EBSCO? Oui. Enfin, Oui. comment ça fonctionne, quoi? Oui, Qui se pose et que les gens se posent la question effectivement d'utiliser l'API d'EDS pour une intégration dans Koa. On ouvre un profil spécifique donc qui s'appelle EDS API. Et donc en fait, ça va vous ouvrir en fait un compte spécifique qui vous permettra d'accéder à la console API que Rui vous montre avec les différentes requêtes qui sont possibles dans la console API. Donc c'est là où en fait vous aurez deux niveaux d'action pour paramétrer le compte. Le premier, c'est sur le type de contenu que vous allez donner en accès à vos utilisateurs. Donc il y a certains paramétrages qui seront à faire dans EBSCO Admin, donc notre interface de gestion, la partie back-office de nos outils, où là vous allez sélectionner le résolveur de liens que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est celui de l'outil ou est-ce que vous avez un résolveur de liens propre? Et ça, c'est là le paramétrage qui va se faire au niveau d'admin. Voilà, oui. Sur un profil spécifique qui serait celle de l'API et non pas celle du profil habituel. Donc là, il y aura un petit paramétrage. Et après, en fait, ce paramétrage, vous allez pouvoir le voir concrètement dans l'API et dans la console API. C'est à partir de là que vous allez voir que si vous avez un filtre, limiter mes résultats au texte intégral ou mettre 30 résultats par page, c'est via la console que vous allez pouvoir récupérer ce type d'informations-là. Pour faire des tests. Donc en termes de mise en place, c'est très simple. Après la création de ce profil API, c'est seulement l'activation dans Koa du module EDS API. Et après, on envoyait l'utilisateur, le mot de passe et le nom de profil, ce profil qui est là. Et ce sera suffisant pour faire la configuration du module EDS API sur Koa. Et donc, c'est vrai que Lisa... Les OAI-PMH, c'est quand on fait l'indexation de catalogue sur... Oui, ça c'est une question que tu avais eue d'ailleurs, je crois. C'était, voilà, si on peut le montrer, ça serait mieux que d'en parler d'ailleurs. Vous aurez la possibilité d'avoir différentes options. Dans Koa, tu peux aller sur la Niwa Library pour montrer Niwa Library, pour montrer. Donc il y aura l'option en fait d'avoir uniquement l'accès au catalogue, parce qu'on a des utilisateurs qui sont très imprimés, et ça, quoi qu'on a beau leur dire que dans la découverte c'est mieux, etc., ils resteront très focalisés sur des anciennes pratiques, leurs et qui sont très bien. Et il y aura un onglet un peu plus large qui intégrerait les notices du catalogue, donc de Koa, mais également la brique de découverte. D'accord ? Donc ça c'est un choix que vous pouvez avoir, effectivement, de paramétrer le compte par rapport à ça. Et une fois que nous avons effectivement intégré, si c'est vos décisions, les notices du catalogue Koa dans la brique EDS API, c'est là effectivement il y a des mises à jour, il y a l'OAI 7 à mettre en place, etc. C'est là où dans le cas de Lisa, on a mis un petit peu d'échanges, il y a eu quelques échanges entre Biblibre et nous pour essayer de se comprendre, de savoir ce qu'on voulait. L'avantage maintenant, c'est qu'on a les uns et les autres l'expérience de cette intégration-là pour Lisa, donc ça sera plus simple pour tout le monde, pour bien connaître en fait les éléments qu'il nous faut pour mettre en place le plugin avec l'intégration du catalogue. Donc là, en fait, c'est juste un... Là, on est dans une université en Nouvelle-Zélande, donc la brique. Ah, pardon. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Hop. Ça va être sportif. Hop. Pas bête, ça.
C'est bon, oui. C'est bon. Donc en fait, donc là on est sur un compte spécifique qui a déjà été mis en place et qui fonctionne. Donc là en fait j'ai la possibilité d'aller d'une catégorie à une autre. Soit j'utilise le catalogue traditionnel et ça c'est important. Je pense, enfin chaque client est libre de fonctionner comme il l'entend, mais je pense qu'il faut laisser le choix aux utilisateurs. Certains vont vouloir utiliser le catalogue traditionnel. Ils ont un besoin spécifique. Ils sont à la bibliothèque, ils veulent aller à la bibliothèque. Ils ont besoin d'un document imprimé. Ils utilisent le catalogue. Et d'autres à qui on va vendre, ou vous allez vendre le concept un peu plus large, ou peut-être les initier à un concept un peu plus large, qui est la solution de découverte. Et donc en fait, là, vous allez donc pouvoir switcher et basculer d'un environnement à un autre, en sachant que dans le cas ici, ils ont de toute façon intégré également les notices du catalogue. D'accord ? Donc on va faire une recherche qui est dans leur thématique, hein, on ne va pas aller très loin. Et en fait, là, j'initie, je lance la recherche. Je me connecte et du coup, l'outil va me rapporter des résultats qui proviennent de l'entrepôt de métadonnées, donc d'EDS directement, et également du catalogue. Donc on retrouve ici les différentes options proposées par l'outil de découverte, de pouvoir limiter ici, vous voyez, full text article. C'est-à-dire qu'ici, dans le cas de la Niwa Library, ils ont décidé en fait d'étendre le catalogue et de ne pas le limiter uniquement aux ressources qui sont disponibles en texte intégral au sein de la publication, au sein de l'institution. Parler de Kern, on va prendre l'exemple français. Je n'ai pas l'abonnement à Kern parce que je n'ai pas les moyens. Par contre, les métadonnées et les articles en français m'intéressent. Ben, vous pourriez l'avoir dans ce cadre-là. Par contre, si l'utilisateur limite ici disponible en texte intégral, bon là, il n'aurait pas, les articles de Kern disparaîtraient parce que l'outil n'a pas pour vocation, bien entendu, à vous donner du texte intégral que vous ne payez pas. Les éditeurs nous en voudraient beaucoup. Mais donc, c'est les options qui existent. Là, si je limite, vous voyez, donc j'ai les options Water, j'ai la possibilité également, donc ça, ce sont des nouvelles options que Rui, tu vas parler de ça, de Rui, hein, oui. Des options à venir, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de pouvoir intégrer effectivement directement ici un placard, un petit encart qui dit, voilà, Water, c'est un abonnement électronique que nous avons au sein de la bibliothèque. Donc l'utilisateur, si c'est juste un accès à la revue qu'il voulait, on va pouvoir effectivement lui mettre un lien, lui dire que la revue Water, elle est disponible également en texte intégral, et on va lui dire dans quel bouquet elle est disponible. Ici, c'est ProQuest Aquatic Science, c'est un bouquet auquel l'institution est abonnée là-bas. L'utilisateur, en fait, il va pouvoir rebondir sur le titre. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a rencontrées, ou une grosse demande d'amélioration de la part des utilisateurs, c'est qu'en fait, de l'outil de découverte qui pensait être un outil global, eh ben, l'outil à la base était développé pour répondre à des besoins d'articles. Je fais des recherches par mots-clés et on me donne des articles, des chapitres d'ouvrages ou des ouvrages. Et en fait, les utilisateurs, en leur vendant cette idée de discovery, ils ont, dans la pratique, mis des choses qu'on n'avait pas anticipées, comme horaire et ouverture de la bibliothèque, accès parking campus, ou le nom d'une publication, ou le nom d'un produit. Il tapait Kern dans un outil de découverte. Donc l'outil, maintenant, a bien assimilé ce type de pratique-là, et on peut développer ce type d'intégration, qui est de faire une recherche sur une revue, dans un environnement de découverte qui est plus fait sur la recherche d'articles. Donc ça, c'est ce que tu vas évoquer tout à l'heure. Donc par rapport à ça, en fait, si je vais limiter, donc je ne vais pas vous montrer dans le détail, c'est un site qui est ouvert. Hein. Donc si vous tapez Niwa Library, vous pourrez aller manipuler et directement voir ça. Après, je vous montre juste, en fait... Ah, j'ai perdu ta... Oh, merci, oui. Et donc là, j'ai limité la recherche... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fermé, j'espère. Oui, il me faut beaucoup d'assistants, moi. Hein. Merci, oui. J'ai fermé? Ah, bon. Donc, le temps que Rui nous remette ça en place, donc en limitant en catalogue, c'est là où du coup les notices de Koha reviennent en place et vous aurez l'option effectivement qu'on a évoquée tout à l'heure sur pouvoir... Merci, Rui. Pas évident de faire des recherches en... Can you limit to the catalog? Donc, Available Library Collection, pardon, c'est l'association de ce qui est disponible en imprimé et disponible en ligne. D'accord ? Donc, on prend en compte ici ce qui est intégré dans Koha et ce qui est déclaré comme faisant partie des collections de l'institution. L'avantage de faire l'indexation du catalogue sur EDS, c'est d'avoir le même algorithme de relevance. C'est d'avoir la même possibilité, d'avoir les mêmes résultats intégrés sur une seule liste de résultats.
Donc c'est ce qu'on appelle la pertinence. Effectivement, dans le cas d'un outil de découverte, on est vite confronté à des cas où on a 150 000 résultats, 1 million de résultats, comme Google d'ailleurs de temps en temps. Et on sait que les utilisateurs ne dépassent jamais la deuxième page, ou rarement, et encore moins la troisième page. Donc la pertinence est importante. Et du coup, d'intégrer le catalogue dans l'environnement de découverte permet effectivement de donner autant de poids à vos ressources imprimées, qu'elles ne soient pas forcément noyées uniquement dans cet océan que sont les ressources électroniques. Donc juste si tu descends un petit peu. Donc juste vous montrer en fait, donc là on a une notice de quoi derrière les différentes options qui sont proposées. Faire une demande de prêt, différents liens qui peuvent être mis en place. Donc là ce sont des paramétrages que vous décidez et c'est là où chaque cas est un petit peu différent potentiellement et qu'on aura à travailler, que le rôle des ingénieurs et dont Kerwi gère, c'est justement de mettre en place ce type de paramétrage là. Et que si on clique ici... cherche, non. Et là, il faut forcément être authentifié. On va demander qui vous êtes dans l'institution, puisqu'on est dans un compte complètement ouvert de l'extérieur. Et ça, une fois connecté, l'utilisateur retrouvera son environnement et sera authentifié directement pour faire ses demandes de réservation. Elles sont ici dans cette interface d'admin qu'on peut faire toute cette configuration. Quels sont les contenus qui seront recherchés, comment l'utilisateur va voir les résultats. Comment l'accès au texte intégral, s'il traverse direct un lien de l'éditeur ou s'il passe par un résolveur de liens, par exemple, s'il utilise des proxys. Et après, l'accès à la console API, on peut faire des tests avant d'avoir envoyé cet résultat à l'utilisateur. Et quelles sont les nouvelles fonctionnalités? Alors, une des grandes nouvelles fonctionnalités, c'est l'utilisation de subject, de vocabulaire contrôlé. EBSCO a intégré dans leur moteur de recherche différents vocabulaires contrôlés de différents sujets. On peut par exemple faire une recherche comme workplace injury et cette expression il signifie différentes choses dans différents environnements. Par exemple, il peut, si on parle de prévention d'accidents, il signifie une chose et si on parle de sécurité, on parle d'autre chose. Alors, c'est intéressant que les moteurs de recherche peuvent fournir différentes alternatives pour l'utilisateur qui ne sait qui est l'utilisateur qui est de l'autre côté. Et l'utilisateur peut sélectionner cette expression qui est meilleure et adaptée à leur profil. C'est un des grands défis, ça reste un défi des solutions de découverte, c'est comment intégrer différentes ressources. Un entrepôt de métadonnées, c'est des métadonnées qui proviennent d'un éditeur, d'un agrégateur, de bases de données bibliographiques dont c'est le métier de faire de la référence bibliographique. Et comment faciliter la recherche pour les utilisateurs finaux? Comment croiser un thésaurus de psychologie avec un dans un autre domaine et faire en sorte qu'on arrive à faire le lien et qu'un utilisateur tape une recherche et qu'on puisse nous associer suivant les thésaurus utilisés par différentes ressources et faire en sorte que la pertinence, justement, la logique de l'outil va faire en sorte que les résultats pertinents vont s'afficher dans les premiers résultats. Donc ça, c'est un gros projet qu'on mène depuis au moins 2-3 ans, donc qui aboutit maintenant, mais qui va ne cesser de continuer puisqu'on intègre tous les jours des nouvelles ressources et qu'il va falloir travailler sur cet interfaçage entre un thésaurus d'une base X avec une autre d'une base Y que nous devons associer pour faire en sorte que l'utilisateur, lorsqu'il fait une recherche, ait le maximum de résultats pertinents sans forcément connaître obligatoirement le mot-clé. On voit souvent ça en santé et en médecine pour les étudiants, notamment en médecine, ils sont parfois un peu perdus sur les termes à utiliser.
Et en fait, l'outil va pouvoir comme ça lui remettre en avant des résultats qui ne vont pas correspondre forcément à ces mots-clés, mais qui sont en complète connexion avec les mots-clés utilisés. Une autre fonctionnalité qui est à ce moment présent dans Koa et dans l'API, c'est la possibilité d'avoir un date slider qui peut dire le minimum date de l'article et le maximum date de l'article. Et d'avoir dans l'interface la possibilité de faire 7 filtres automatiquement. Allez-y. Si- Non, c'est bon. La possibilité de sélectionner de la même façon, de sélectionner plusieurs options dans les facettes. Et à ce moment, il est seulement possible de cliquer et sélectionner les premières. Dans ce moment, il est possible d'avoir la sélection de plusieurs et après, de cliquer dans le bouton Update pour avoir les mises à jour des résultats. Une des nouvelles options, c'est Exact Publication Match. Alors, dans les abonnements de la bibliothèque, d'habitude, le professeur recherche une review qui est habitué à utiliser, qui va envoyer à ses étudiants. Le système, dans ce moment, est intelligent et suffisant pour dire oui, la bibliothèque a un abonnement à ce journal, le Journal of Greek Linguistics, et il propose une boîte de recherche. Il propose cette boîte en plusieurs de la liste de résultats. Il a une boîte de recherche qui permet de faire la recherche seulement à l'interne de cette review. C'est la même chose que si le professeur accédait au site de l'éditeur, recherche cette review et après fait la recherche. Alors, on peut, dans EDS ou dans Koa, avoir seulement avec une seule recherche la même façon, le même résultat. Et après, si on a un abonnement dans les différents fournisseurs, on peut dire oui, je peux accéder, je préfère l'interface de cet utilisateur, de cet fournisseur. On a aussi dans l'interface Koa la fonctionnalité d'avoir Research Starter. C'est comme Wikipédia, mais la différence, c'est que le contenu arrive d'encyclopédie. Research Starter. D'habitude, l'étudiant, quand il commence à faire la recherche, il va aller à Google ou à Wikipédia et trouve l'information. Ça serait bon, mais cette information ne peut pas utiliser dans un article ou dans un travail scientifique. Alors, ça propose exactement la même fonctionnalité, le même type de contenu. La différence, c'est que dans cet exemple, il arrive d'encyclopédies comme Salem, British, etc. Et dans ce cas, il peut être utilisé parce qu'on a aussi des citations qu'on peut utiliser et qu'on peut faire l'exportation. Et après, dans l'interface admin de Koa, comment ça se passe? Quels sont les nouvelles changes? C'est par exemple d'avoir l'authentification de l'utilisateur par IP qui n'est pas disponible. Par exemple, quand on fait la recherche, si on a base de connaissances avec Scopus ou Web of Science, les accords avec les éditeurs permettent de faire la recherche seulement pour les étudiants, pour les membres de l'université. OK. Mais dans cet exemple, on fait l'intégration dans le système, dans EDS, on peut avoir la possibilité, on a besoin d'identifier l'utilisateur s'il est à l'interne ou à l'externe de l'université. Et on peut, par exemple, définir ici la liste d'IP, la range IP de l'université pour quand l'utilisateur fait la recherche dans EDS ou Koa, identifier l'utilisateur et si l'utilisateur est à l'interne et est authentifié, il peut garder l'information de base référentielle comme Scopus ou Web of Science. En termes aussi de l'admin,
la possibilité d'avoir différentes versions de le module. On peut avoir une version en production et après, on peut installer la nouvelle version, faire le test, savoir que tout va bien, que tout va marcher bien. Et si tout est bien, après, on peut le passer en production. Comme ça, il n'a pas d'interruption de service à l'utilisateur. Et aussi dans l'admin, la possibilité d'avoir custom configuration, personnalisation spécifique pour la bibliothèque. Le module Koha est configuré avec un standard qu'on a défini, mais si la bibliothèque a besoin d'avoir différentes couleurs, différents textes, différentes fonctionnalités, on peut les ajouter ici. Et cette option est nouvelle dans cette version. On peut dire quelles sont les icônes à utiliser, quelles sont les configurations de style à utiliser, CSS. Si on a besoin d'avoir un script qui fait quelque chose pour les utilisateurs, on peut les ajouter automatiquement. Le design du site, le thème du site, ça reste Koha? Oui. Oui, donc Oui. ça, ce sont les paramétrages pour quelle partie ça? OK. Quand vous implémentez Koha, vous avez des templates à utiliser, des couleurs, des colonnes à utiliser, etc. Mais quand vous activez le module de Koha, le module DDS API pour Koha, il a déjà des couleurs spécifiques. Et si vous voulez avoir une customisation dans cette paramétrage qu'on a fait, vous pouvez changer ici cette paramétrage pour cette partie de oui. C'est pour l'API là. Par exemple, si on veut changer des choses dans la partie facette qui est renvoyée par EDS, on va mettre des scripts pour ici. changer les facettes qui se présentent dans l'interface admin, qui se présentent à l'utilisateur, on peut choisir cette information, on peut paramétrer dans l'interface EBSCO. Okay? On peut faire toutes les configurations qu'on a besoin de faire, quel contenu on recherche, comment on a accès au texte intégral, et on voit quelle facette on voit. Lors de cette facette, on fait toute cette configuration et paramétrage dans l'admin TDS. Alors, on est un peu en retard par contre, je sais pas. On est en retard, on est en retard. Tu parles de trop, oui. Donc du coup, on est très en retard. Donc on va pas parler trop de ça, mais c'est dommage, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en reparler. Juste un module qui va vous toucher de la communauté Koha, mais pas que, mais Koha forcément, puisqu'on est très impliqué dans la communauté de plus en plus. On va être à l'initiative d'un projet qui va sûrement modifier et changer un petit peu l'environnement technologique, en tout cas des bibliothèques, en créant en fait un système qui va vous permettre d'avoir le choix de beaucoup de choses et d'avoir complètement le contrôle sur tous les logiciels que vous allez utiliser au sein de vos bibliothèques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a des annonces qui vont sortir, et il y en a une qui est déjà sortie en fin de semaine dernière. Pardon ? Voilà, la semaine dernière. Voilà, mais après, le temps que ça circule un petit peu, mais soyez pas surpris si ça vient. Donc, ce n'est pas une initiative d'EBSCO, ce n'est pas EBSCO qui est derrière tout ça. C'est juste, encore une fois, garder en tête la donation et la famille qu'il y a derrière. Ils ont juste mis beaucoup plus d'argent qu'habituellement sur la table pour que la communauté sur l'open et l'open access soit encore plus forte. Et on sait que l'élément manquant dans beaucoup de cas, c'est les moyens financiers. Et donc, ce qui manque, ce ne sont pas les idées, vous les avez, ce ne sont pas les développeurs, vous les avez, mais c'est juste les moyens et l'argent. Et donc là, en fait, on va juste nous participer encore une fois aux tables rondes pour être sûr que les moyens donnés par la famille soient bien exploités. Et l'objectif derrière, c'est de créer un petit esprit comme les smartphones. Vous utilisez une application, dedans, il y a des choses qui vous intéressent, d'autres, vous préférez l'application de votre SIGB, de Koha, c'est le meilleur, c'est ce que vous voulez, vous pourrez le mettre. Vous avez un résolveur de lien en place, c'est celui que vous préférez. Vous allez comme ça pouvoir manipuler. Et nous, on va créer la plateforme avec Index Data. Je ne sais pas si vous connaissez Index Data, qui est une société quand même assez connue dans le monde des logiciels, qui développe des choses, avec des universités, avec des différents partenaires. Et on a également des fournisseurs des SIGB qui suivent ça de près, donc c'est intéressant. Et derrière, en fait, je vous donne juste cette information-là. Le site, c'est www.folio. Donc Folio, c'est Future of Library is Open. Et donc, c'est un site qui est pour vous, c'est communautaire, c'est participatif.
Nous, on n'a pas notre mot à dire par rapport à ce qui sera fait. Il faut juste que l'outil soit développé en fonction de ce que vous attendez. Donc ça, c'est une nouvelle initiative dont vous allez entendre parler. Désolé pour le retard. Merci à vous en tout cas.